Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Non, je n'ai pas menti, non, je ne démissionnerai pas. Christiane Taubira, la ministre de la Justice, s'est employée à balayer aujourd'hui les accusations de mensonges dont elle fait l'objet dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy, sans convaincre l'opposition qui réclame sa démission. Bernadette Chirac poursuit son combat au Sénat contre le redécoupage des cantons. L'ancienne première dame porte-drapeau de la contestation a reçu le soutien de Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur et ancien président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Il est notre invité ce soir. Déplacement d'une commission sénatoriale à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt où un service s'est spécialisé dans l'accueil des personnes prostituées. Reportage à suivre dans ce journal. Face à la presse, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, nie avoir menti aux venteurs de TF1. Cible d'attaque de la droite qui réclame sa démission, la ministre de la Justice a fait front, évoquant un malentendu et excluant de quitter le gouvernement. Mounir Soussi. Document à l'appui, Christiane Taubira tente de désamorcer les accusations de mensonges. Je n'ai pas menti. Et j'ai bien entendu que depuis quelques jours, et essentiellement depuis 24 heures, des parangons de vertu et de justice demandent ma démission. Alors je leur réponds aussi tout de suite, non, je ne démissionne pas. Contrainte de s'expliquer, la garde des Sceaux concède avoir été mise au courant des écoutes visant Nicolas Sarkozy le 28 février, mais affirme ignorer tout de la date, la durée et du contenu de ces écoutes. Jean-Marc Ayrault soutient Christiane Taubira et considère qu'elle a toute sa place au gouvernement. Ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, certains tentaient d'enrayer les attaques. Le piège est magnifique, la manipulation est magnifique, mais à la fin, il ne restera que la vérité, c'est-à-dire des affaires graves, qui doivent être jugés par des juges. Une ligne de défense balayée par la droite qui ne laisse aucun répit à Christiane Taubira. Je pense que dans n'importe quel autre régime parlementaire, imaginez un instant que nous soyons aux États-Unis, on serait dans une procédure de révocation immédiate. Un ministre de la Justice qui ment sciemment. Le mensonge d'État doit être sanctionné et la seule façon de s'en sortir pour le gouvernement, c'est que Mme Taubira démissionne et que le président de la République s'explique sur la réalité de ces écoutes. L'opposition cherche à attirer François Hollande dans la polémique, mais le président s'est déjà abrité derrière la séparation des pouvoirs pour éviter de descendre dans l'arène. Bernadette Chirac ne désarme pas. Après l'Assemblée nationale, c'est au Sénat que l'ancienne première dame est venue plaider sa cause. Objectif, sauver les cantons ruraux qui seraient, selon elle, victimes d'un redécoupage trop favorable à la gauche. Julien Chaulin. Ils sont venus, ils sont tous là. Élus et médias ont répondu à l'appel de Bernadette Chirac. La femme de l'ancien chef de l'État compte bien sauver son canton de Corrèze et pour ça, Madame Chirac n'a pas peur d'employer les grands mots. La France a survécu parce que un certain nombre de Français, des soldats de la République, se sont battus à toutes les époques. À sa droite, Charles Pasqua, qualifié en son temps de boucher électoral pour son redécoupage contesté des circonscriptions en 1986. Aujourd'hui, il s'élève en opposant et pour cause. La réforme profiterait cette fois au Parti socialiste. Explication, elle instaure dorénavant l'élection de 2 conseillers par canton. Un homme, une femme, et pour éviter leur multiplication, les cantons sont divisés par 2. Et pour redécouper, priorité au nombre d'habitants. Le gouvernement ne tient compte que des populations et met à bas tous les territoires. Et en mettant à bas les territoires, eh bien, il concentre ses efforts sur la ville, sur l'urbain. Et comme le Parti socialiste et la gauche est en général plus forte sur l'urbain, cela montre très clairement que politiquement, ils veulent reprendre la totalité des départements. Donc c'est une opération purement politicienne. À 80 ans, Bernadette Chirac est devenue l'égérie des opposants à cette opération redécoupage. Après avoir rencontré François Hollande en décembre, elle mise cette fois sur plusieurs recours au Conseil d'État pour stopper la mise en place de la réforme. Et notre invité ce soir, Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur, ancien sénateur UMP des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Alors, on vous a vu maintenant, vous soutenez Bernadette Chirac dans son combat contre le redécoupage des cantons. Pourquoi ce soutien ? Écoutez, d'abord parce qu'il est légitime. Bernadette Chirac, voilà maintenant une trentaine d'années qu'elle se consacre à la défense des populations rurales, notamment de son département, non seulement à la défense des populations rurales, mais à la promotion de son canton. Elle y a fait énormément de choses.
Et je crois que on aurait pu se dispenser de prendre une mesure qui a comme conséquence de supprimer ce canton. On aurait bien pu imaginer un autre découpage. Ça relève davantage, comment dirais-je, du sans-gêne et dans une certaine mesure de la provocation que de ce qui était indispensable. Mais vous aussi, on l'a vu dans ce reportage, en 86, vous étiez à l'origine d'un redécoupage électoral qui était contesté. On avait parlé d'un charcutage électoral, on vous voit parodier en boucher. Est-ce que c'est pas finalement le jeu politique? Quand la droite est au pouvoir, elle fait un redécoupage plutôt favorable dans les urnes et la gauche fait la même chose? Oui, sauf que nous n'avions pas procédé de la même manière. Je rappelais d'ailleurs ce matin que lorsque nous sommes arrivés au gouvernement en 86, nous avons trouvé une situation politique qui avait été complètement modifiée par la gauche, puisque 100 sièges de députés supplémentaires avaient été créés, et que d'autre part, on était passé à la proportionnelle. Donc nous, il était question... La première question qui se posait à nous, est-ce qu'on supprime les 100 sièges qui ont été créés? C'est une bonne question, ça. Bon, et qui était beaucoup plus favorable à la gauche qu'à la droite. Est-ce qu'on supprime ces 100 sièges? On revient sur un chiffre de 400. C'était la première question qui a été posée au Premier ministre. Et le Premier ministre a considéré qu'il fallait prendre acte du nombre de sièges qui existaient et partant de là, mettre sur pied un découpage qui présente le maximum de garanties. Nous avons donc créé une commission composée de 3 magistrats, un magistrat de la Cour des comptes, un magistrat du Conseil d'État, un magistrat, j'ai dit quoi? Le Conseil d'État, la Cour des comptes. Finalement, c'est la méthode Valls qui vous gêne parce qu'il ne passe pas par la voie législative mais administrative dans ce redécoupage. C'est ça qui vous gêne? Premièrement. Mais deuxièmement, il y a aussi autre chose. Nous avons soumis toutes les propositions de découpage à cette commission. Et cette commission était chargée non seulement de donner un avis, mais le Premier ministre avait considéré que cet avis devrait être respecté. Donc, quand nous avions reçu les avis de cette commission, le cas échéant, on voyait les modifications qu'il fallait apporter. Il y avait 2 règles qui avaient été retenues. La première était une règle concernant la population, avec la possibilité d'avoir plus ou moins 20% de population par rapport à la moyenne, d'ailleurs ce qu'a repris Valls, et la deuxième règle étant la continuité territoriale. Pas question de faire des cantons séparés par un morceau et puis ce qu'on aurait repris ailleurs. Et ce qu'il faut noter, c'est que le découpage électoral que j'ai présenté et qui a été adopté par le Parlement n'a plus été contesté pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il est resté en place, quelle qu'ait été la couleur du gouvernement. Alors on comprend bien votre inquiétude. Charles Pasqua, autre actualité ces derniers jours, c'est cette affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Et une phrase qui vous est attribuée revient actuellement sur le devant de la scène. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir, je vais la citer. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne rien. Est-ce que cette phrase est bien de vous, non, Charles Pasqua? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne m'exprime pas tout à fait comme ça d'ailleurs. Non, elle n'est pas de moi. Mais j'ajouterais que, en réalité, en dehors même des débats, des affrontements, etc., sur qui a fait quoi, à quel moment, est-ce qu'on le savait, est-ce qu'on ne le savait pas, etc., il y a ce qui ressort surtout au bout de ces 24 heures qui viennent de s'écouler, c'est une très grande pagaille au niveau du gouvernement. Et en réalité, c'est en quelque sorte l'absence de gouvernement. Monsieur Hérault vient soutenir Madame Taubira, c'est son droit, très bien. Madame Taubira vient à la télévision avec 2 lettres, ces 2 lettres prouvant, d'après elle, confirmant ce qu'elle dit, à savoir qu'elle n'était pas au courant
de cette affaire avant le 28 février, je ne sais quoi. Il se trouve que certains de vos confrères ont photographié ces lettres. Ensuite, ils ont réussi à grossir les caractères. Et une phrase, notamment dans une de ces lettres, est significative. L'avocat général qui écrit, ou le procureur qui écrit au ministre, pour lui dire « Comme je vous en ai régulièrement informé, voilà l'état de l'affaire ». Ce qui veut dire qu'elle a été informée en permanence. Ce qui Christiane Taubira est monté au créneau, mais quelqu'un qu'on a moins entendu aujourd'hui, c'est Manuel Valls. Vous qui avez été ministre de l'Intérieur, est-ce que l'actuel ministre de l'Intérieur ne pouvait ne pas être au courant, Charles Pasqua? Ça me paraît bizarre. Ça me paraît difficilement crédible. Voilà. Qui n'ait pas exploité les choses, ça c'est une affaire. Mais qui n'ait pas été au courant, cela paraît tout de même assez difficile à croire. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus grave, et je reviens là-dessus, c'est le fait que les Français ont le sentiment de ne pas avoir de gouvernement. C'est une gigantesque pagaille. Les ministres disent une chose, en font une autre. Ce qu'ils viennent de dire le matin... Et un ancien président de la République mis sur écoute, est-ce que vous trouvez cette méthode choquante? Jean-François Copé a parlé d'espionnage politique. Non, moi je ne trouve pas anormal que l'ancien président de la République ait été mis sous écoute. Par contre, ce que je considère comme scandaleux, c'est le prétexte sous lequel on l'a mis sous écoute. Parce que dit-on? On dit qu'il est suspecté de trafic d'influence. Ce trafic d'influence aurait consisté à promettre à un haut magistrat qui éventuellement pourrait le renseigner un poste auquel celui-ci aspirait à Monte-Carlo. Enfin, de qui se moque-t-on? Mais qui est président de la République? Monsieur Hollande, socialiste. Qui est Premier ministre? Monsieur Ayrault, socialiste. Qui est garde des Sceaux? Madame Taubira, socialiste. Quelles sont les autorités françaises qui seraient compétentes pour procéder à la nomination de ce magistrat? Ce sont des socialistes. Et l'ancien président de la République, de quels moyens disposait-il? De l'écoute du président de la République actuelle? Tout ça est ridicule. Eh bien, ça ne merci. résiste pas 2 minutes à un examen objectif. Merci beaucoup Charles Pasqua d'avoir été notre invité ce soir. La commission spéciale du Sénat chargée d'examiner une proposition de loi visant à lutter contre le système prostitutionnel s'est rendue aujourd'hui à l'hôpital Ambroise Paré dans les Hauts-de-Seine. Reportage de Faustine Saint-Geniès. Pour Dominique Burcassou, les journées sont bien remplies et au pas de course. À l'hôpital Ambroise Paré, près du Bois de Boulogne, en région parisienne, elle est à l'origine d'un dispositif d'accueil pour les populations prostituées. Nous avons pu constater il y a un certain nombre d'années que cette population était juste à nos portes et n'avait pas accès aux soins, n'avait accès à rien. Ce n'est pas un accueil spécifique, hein. C'est-à-dire que cette population est accueillie comme tous les usagers de l'hôpital. Pour cela, l'hôpital collabore étroitement avec PAST, une association qui intervient auprès des transgenres, notamment grâce aux maraudes. Et pour accueillir les prostituées souvent originaires d'Amérique latine à l'hôpital, une interlocutrice clé, Carole Ferroni, médiatrice sociale brésilienne, elle-même issue de ce milieu. Tout au départ, c'est un peu l'accueil, l'accompagnement, mais après, à la fin, c'est bien qu'ils aillent en autonomie de se prendre en charge. Une initiative qui porte ses fruits et suscite l'intérêt de la commission chargée de la lutte contre la prostitution au Sénat. Là, ils ont créé un système d'accueil avec une médiatrice qui parle la langue, qui connaît les problèmes et qui donc sert de référence, de pilote. Je pense que c'est quelque chose que l'on devrait essayer de généraliser, pas dans tous les hôpitaux publics, mais dans les hôpitaux qui sont à proximité de lieux comme des lieux de prostitution. Chaque mois au sein de l'hôpital, l'agent de médiation accompagne jusqu'à 80 patients issus du milieu de la prostitution. C'est la fin de ce 24h Sénat, mais je vous retrouve tout de suite pour le journal des municipales, consacré à un petit village de montagne, Saint-Pierre d'Entremont.